Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui permet aux avocats de prendre le pouvoir. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Gelbert. Sophie a été directrice juridique concurrente chez Thales, puis directrice juridique et secrétaire générale du conseil d'administration d'Air France. Rien que ça. Je laisse donc place à ma conversation avec Sophie et vous souhaite une bonne écoute. Sophie Gelbert, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérôme, ravi de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté d'intervenir dans ce podcast. Nous sommes aujourd'hui donc à Station F. Voilà, donc la Station F, le centre d'innovation en Île-de-France. Sophie Gelbert, vous avez été à différents postes chez Thales et Air France. Vous étiez notamment directrice juridique et secrétaire générale du conseil d'administration, je crois, d'Air France. Absolument. Vous avez été également chez Thales en tant que directrice juridique concurrence avant cela, c'est ça ? Oui. Très clair. Est-ce que vous pourriez, je sais que l'exercice est difficile, mais est-ce que vous pourriez simplement nous faire un panorama de votre parcours en 2-3 minutes ? Absolument, merci. Alors moi je suis juriste d'entreprise et ma carrière professionnelle a été effectuée au sein d'entreprises exclusivement. Au sein d'entreprises afin de contribuer au développement, à la profitabilité des entreprises dans lesquelles je privilège le plaisir de travailler. Mon parcours... 4 années en fait à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Très clair. Donc dans lequel j'étais en charge des risques politiques de certains contrats réalisés au Moyen-Orient. D'accord. Et aussi je m'occupais de la couverture de risques liés à certaines activités, notamment activités spatiales, aéronautiques et navales. Activités techniques. Absolument, activités techniques. J'ai rejoint le groupe Thomson CSF qui est devenu après Thales en 2000, au sein duquel les 5 premières années j'étais juriste généraliste, aux côtés de plusieurs activités diverses. Et j'ai été amenée à créer le département concurrence et régulation au niveau de la holding, que j'ai supervisé et managé pendant 15 ans. Super, donc une équipe de combien de personnes à Alors, très petite équipe, puisque à l'époque, le droit de la concurrence n'avait pas le développement qu'on lui connaît aujourd'hui et l'importance que ça avait, ce d'autant que en 1995, Thomson CSF, c'était essentiellement une activité de défense, donc un peu à l'écart, je dirais, des règles normales du droit de la concurrence, même si il a fallu s'atteler en fait à la conformité au droit de la concurrence, puisque dans des opérations de croissance externe, on était le leader numéro 1 en Europe, et bien sûr ça soulevait des problèmes de concurrence en fait auprès de la Commission européenne et différentes autorités de concurrence internationale. Au cours de ces années, j'ai eu le grand plaisir en fait de travailler auprès de directeurs juridiques qui m'ont permis de me développer, d'avancer dans ma carrière, que d'ailleurs au passage je remercie. C'est l'occasion. Absolument, parce que j'ai eu notamment Éric Thomas ou Pierre Charton qui était le président de l'Association française des juristes d'entreprise et qui a vraiment contribué, en fait, et contribue toujours, à la promotion de la fonction juridique et au positionnement de la fonction juridique. Et vraiment, ça a été un atout majeur. En 2000, on m'a proposé de rejoindre Air France. J'ai pris ce challenge, venant d'une position de directrice juridique concurrence où je m'épanouissais parce que c'était une activité très diversifiée, mise en place du programme de conformité, donc compliance, sensibilisation des équipes. Mais on m'a proposé d'ouvrir mon périmètre, en fait, d'élargir mon périmètre et de devenir l'adjointe du directeur juridique, ce que j'ai accepté de faire. Donc j'ai découvert une autre société, donc Air France Transport Aérien bien sûr. Oui, petite société. Petite société, une image de marque absolument fantastique, une très belle marque, une société à laquelle on s'attache tout de suite, avec un attachement, un ADN des salariés qui est absolument incroyable.
Et je suis devenue, en fait, en 2014, la directrice juridique et la secrétaire du conseil d'administration. Génial. Voilà. Super. Et aujourd'hui, écoutez, je suis en transition et je recherche un nouveau challenge. D'accord, très clair, le message passe. En tant que, du coup, directrice juridique concurrence, puis encore plus en tant que directrice juridique, chez Air France, j'imagine que vous avez eu souvent affaire à des cabinets d'avocats. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu affaire à un cabinet d'avocats, en tout cas, la première fois que vous avez eu à choisir un cabinet d'avocats? Oui, absolument. C'était chez Thales, quand j'étais directrice juridique concurrence, où on a eu un projet d'acquisition de 25% d'une société espagnole dans le domaine de la défense, qui posait d'ailleurs la problématique d'un gros leader qui prenait 25% de la société espagnole, qui était aussi le fleuron national de défense. Ce qui fait peur. Absolument, qui posait des questions de concurrence entre concurrents, et j'ai dû effectivement choisir un cabinet qui nous amènerait en fait à nous assister pour obtenir toutes les autorisations auprès de notamment la Commission européenne. Et donc j'ai dû choisir ce cabinet qui était en fait un cabinet espagnol, donc c'était pas non plus, c'était pas automatique en tout cas comme choix, même si la cible était espagnole, mais en fait le cabinet espagnol en fait conseillait Thales, donc. Et ça a été une découverte, ça a été un engagement, ça a été un apprentissage commun en fait. D'abord du droit de la concurrence qui était vraiment dans ses spécificités très très particulières, pour trouver en fait et avoir la créativité pour trouver le moyen de faire accepter en fait par la Commission européenne quelque chose qui n'était pas du tout inné en tout cas, automatique. D'accord. Et ça a été un succès. Super. On y est arrivé. Et j'ai continué en fait à travailler avec ce cabinet pendant des années. Super. Est-ce que vous le citez d'ailleurs ou est-ce qu'on tait le nom de ce cabinet? Non, je peux tout à fait le citer, c'est Oriol Menendez. Ah, super. Voilà. Et comment on fait alors quand on est du coup en train de faire ce premier choix de cabinet d'avocat? Comment on se renseigne? Est-ce que vous faites une sorte d'appel d'offres? Vous toquez aux portes de tous les cabinets? Vous demandez conseil à des gens? Comment vous faites? Alors, bon, après, je pense que ça dépend de à quel moment on se place. Si je me place en fait en tant que directrice juridique d'Air France, pour choisir un cabinet d'avocats, déjà, je pense que c'est très important de rappeler quand même que les avocats sont nos partenaires indispensables. Bien sûr. Donc ça, c'est une chose. Tout dépend en fait du sujet qui est concerné. Est-ce que c'est un sujet, par exemple, pour lequel on n'a pas les ressources en interne, ou un sujet pour lequel on a les ressources en interne et on a besoin de staffer et d'avoir plus de ressources, parce qu'il y a une deadline qui est particulière et parce qu'il faut mettre un peu le carburant. Ou est-ce que c'est une question vraiment très particulière, ou est-ce que c'est aussi une question de protection des échanges, parce que c'est quand même un sujet ça aussi. Donc en fait, il y a différentes raisons pour lesquelles on va choisir un avocat. En fait, ce que vous dites, c'est intéressant, ça, les différentes raisons, je trouve. Vous dites soit, en fait, on a besoin d'une compétence que l'on n'a pas du tout en interne, soit on a besoin d'une force de frappe pour respecter une échéance ou quelque chose comme ça, soit on a besoin d'un cachet finalement extérieur pour sécuriser une relation, c'est ça? Pour un sujet particulier, on a besoin d'une analyse particulière, en fait. Ou alors, on a besoin de couvrir, en fait, des échanges, en fait, que l'on pourrait avoir, pour lesquels on a la ressource en interne, mais on a besoin de la protéger. Parce qu'on n'a pas le legal privilege, c'est toujours le sujet actuel. Je comprends. Dans ces cas-là, donc en fait, c'est quand même des sujets différents, mais l'objectif, c'est de trouver l'avocat ou l'avocate, en fait, et la personne qui va pouvoir, en fait, travailler avec nous. Donc, c'est soit l'histoire, en fait, on a travaillé déjà avec des avocats, et avec lesquels ça s'est bien passé, soit on regarde, en fait, dans les médias, en fait, c'est ce qui peut en ressortir, s'il y a des avocats qui sortent un peu du lot, soit c'est le réseau, en fait. D'accord, finalement les avocats qu'on connaît, le réseau, ou les médias, c'est intéressant. Quels médias vous regardez quand vous êtes directrice juridique d'Air France?
Il n'y a pas de médias en particulier, c'est un peu Non, tout. il n'y a pas de médias en particulier, mais vous D'accord. pouvez très bien avoir, même dans le monde, vous pouvez avoir Ouais. des articles sur des avocats qui se sont un peu manifestés sur certains sujets, qui ont assisté des clients. Donc c'est assez varié en fait. D'accord. Donc, mais c'est vrai que je dois avouer quand même que le réseau est quand même la première source. Primordial. Ouais. Ouais. Mais le réseau, on nous conseille quelqu'un, c'est quand même la relation avec l'avocat est vraiment une relation interpersonnelle, c'est une relation de confiance. Donc il faut vraiment rencontrer la personne et avoir le fit avec la personne en fait, Bien sûr. pour que ça marche. C'est ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'en fait on choisit davantage un avocat qu'un cabinet, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, on choisit effectivement de manière pratiquement majoritaire un avocat avant un cabinet. Maintenant, il est vrai qu'il peut arriver qu'on ait besoin du tampon d'un gros cabinet, D'une marque. d'une marque. Et là, on va choisir le cabinet. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur de ce cabinet, il y aura l'avocat en question. Ouais. Mais moi, peu importe à la limite que l'avocat que je choisis soit issu d'un gros cabinet ou d'un petit cabinet ou d'un cabinet moyen. Ça vous est égal, même quand on est chez Air France ou Thales? Absolument. Ouais. Absolument. Ce qui importe, c'est la personne, c'est au-delà de son expertise qui bien sûr est un élément élémentaire en fait, mais au-delà de ça, il y a quand même un certain nombre de critères qui sont nécessaires en fait pour établir cette relation et qui sont indépendantes, de la taille du cabinet. Très clair. Vous parliez là, tout à l'heure de 3 cas d'usage finalement différents sur le cabinet d'avocat. Est-ce que ça implique une différence sur l'avocat qu'on choisit selon ce cas d'usage, selon qu'on ait besoin d'une expertise qu'on n'a pas en interne ou d'une force de frappe? Ouais. Bien sûr, puisque quand vous prenez par exemple une ressource, une matière qu'on ne couvre pas en interne, par exemple, je dirais le droit public, qui est vraiment une matière très spécifique. Vous prenez l'avocat en droit public, quelle que soit la taille du cabinet. Vous allez choisir en fait la pointure, l'expertise, et après d'autres critères qui s'ajoutent. Mais vous prenez un sujet de M&A. Là, effectivement, on n'a pas forcément, on a des ressources en interne, ou par exemple le droit de la concurrence, on a des ressources en interne, mais pour une opération particulière, avec une deadline très particulière, ou avec un enjeu très très fort et qui nécessite beaucoup de ressources, là vous allez vers le cabinet qui a aussi les ressources qu'il faut. Donc vous n'allez pas vers le petit cabinet, et qui n'est pas en mesure d'apporter les ressources en fait dans le délai qu'on a avec l'impact de dossier. Ouais. Ça c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec nos clients, ça implique notamment des différences de modèles économiques. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a, concrètement, il y en a un qui a un back-office et l'autre qui l'a beaucoup moins, un qui a une force de frappe et l'autre qui a davantage une expertise individuelle à faire valoir. Ouais. Mais il m'est arrivé par exemple, en droit de la concurrence, quand j'étais chez Thales, sur une opération M&A, on n'avait pas nécessairement le même cabinet en fait pour la partie corporate que la partie concurrence. Bien sûr. Parce qu'on allait choisir en fait l'avocat en fait qui avait les compétences et qui avait en fait toutes ces expertises qu'on cherchait et toutes ces autres critères qu'on cherche. Et même dans un cabinet, dans un gros cabinet qui peut avoir en fait des bureaux à l'étranger qui par moment en fait est très intéressant parce que il coordonne en fait toute la politique, la stratégie en fait juridique qu'il y a à avoir sur un dossier, notamment par exemple en contentieux sur plusieurs juridictions. Mais il m'est arrivé aussi de choisir quelqu'un d'autre dans une juridiction dans laquelle ils avaient même un bureau. Donc c'est vraiment ce qui Hop, on a un petit micro qui est tombé, bon, on va reprendre. Pas de souci. C'est vraiment en fait au cas par cas. C'est au cas par cas, d'accord. Très Il n'y a pas de règle générale. Et au cas par cas, selon les critères du moment, les envies du moment, mais est-ce que c'est possible pour vous de dégager des critères principaux sur le choix d'un avocat? Pour vous, quels sont les critères principaux sur un avocat? Bien sûr, il y a l'expertise. C'est primordial. Bien sûr. Mais à mon sens, ce qui est très important, c'est la relation de confiance. D'accord. La relation personnelle avec l'avocat. Individuelle, la relation individuelle. Sa faculté à comprendre le secteur d'activité, bien sûr, mais aussi la culture d'entreprise. Sa capacité à être créatif. D'accord. Juridiquement. Ah oui. Ouais. Super.
Et comment vous jugez, du coup, vous parlez finalement de technicité, de créativité juridique. Au moment de choisir, comment est-ce qu'on juge de l'expertise d'un avocat? Ben, alors, c'est vrai qu'il faut bien se lancer une première fois. Ouais, il faut tester dans tous les cas. Okay. On teste sur des sujets qui sont plus ou moins significatifs et impactants. Après, encore une fois, il y a le réseau qui vous permet aussi l'aval du réseau. D'accord. De vous dire, bon, j'ai travaillé avec cet avocat, cette avocate sur des sujets particulièrement complexes. J'ai trouvé qu'ils étaient créatifs et innovants, qu'ils étaient agiles, qu'ils étaient proactifs. Donc c'est quelque chose qu'effectivement on a du côté du réseau, mais après, on avance en marchant avec eux. Oui, bien sûr. C'est une relation qui se construit. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y avait une différence entre Thales et Air France sur la manière, je sais pas, sur la relation aux avocats, sur la manière de les choisir, ou est-ce que finalement ça marche de la même manière dans ces deux sociétés-là? Non, ça marche de la même manière. Globalement, ça marche de la même manière. Okay. Après, quand vous quittez une société et vous rejoignez une autre, c'est vrai que la société qui vous accueille, elle a aussi ses avocats, donc vous n'emmenez pas vos avocats avec vous nécessairement, mais vous aussi travaillez avec les avocats qui sont présents, puis après vous voyez, je dis effectivement, mais globalement, on a la même façon de procéder, je crois, en tant que directeur juridique, on essaye d'avoir les mêmes objectifs. Ok, très clair. Et vous l'avez dit, les avocats sont quand même le partenaire majeur des directions juridiques. Comment est-ce que vous décririez votre relation au cabinet d'avocats en tant que directrice juridique? C'est un partenaire, comment est-ce que vous décririez cette relation? À quoi vous servent les avocats? Quelle est la relation que vous avez avec eux? C'est une relation indispensable, clairement, puisque comme... on l'évoquait tout à l'heure, en fait, on n'a pas forcément toutes les ressources, toutes les expertises, donc on en a besoin. On a besoin de leur éclairage, puisque on ne suit pas forcément toute la jurisprudence, donc on a besoin de leur éclairage et de leur expérience auprès d'autres clients. C'est une relation de confiance. Oui, avant tout. Avant tout. Une relation de confiance et d'échange qui doit être primordiale quand vous êtes sur des sujets très sensibles. Que vous-même vous devez en fait les porter auprès de la direction de votre management. Bien sûr. Vous avez besoin d'échanger et d'être en confiance avec votre avocat, de pouvoir échanger en fait de manière tout à fait transparente et un peu ouverte. Il y a des matières qu'on ne maîtrise pas, donc on doit avoir la possibilité d'interroger et de pouvoir aussi bien être challengé que challenger l'avocat. Donc il y a cet échange en fait qui est important. Et aussi de construire ce partenariat pour être en mesure, à la limite, d'être une seule voix vis-à-vis du management, et de pouvoir porter en fait le sujet auprès de la direction ensemble d'une voix. D'être une véritable équipe, quoi. Absolument. Ouais. Et il m'est arrivé d'être vraiment en mode projet, avec des équipes d'avocats intégrés pratiquement au sein des équipes. Notamment chez Thales, on avait une opération de concentration qui, en fait, c'était pas très bien partie. Auprès de la Commission européenne, on était passé en phase 2 avec la clé... la perspective éventuellement d'avoir à céder une filiale en fait. Donc c'était quand même très sensible. Et en phase 2, on s'est mis en équipe intégrée avec le cabinet d'avocats, équipe intégrée avec les juristes, avec les opérationnels, et on a fonctionné ensemble en fait pour être créatifs et pour arriver finalement à la phase 2 avec une autorisation sans engagement, ce qui était absolument exceptionnel. Et ça, il faut avoir ces équipes-là, en fait, de part et d'autre, qui savent, en fait, s'intégrer et travailler ensemble. Et pour vous, la majorité des cabinets d'avocats est suffisamment mûre pour ce genre de relation? Ou est-ce qu'il y a encore du progrès à faire du côté des cabinets d'avocats? Je pense qu'il y a des progrès à faire. Je pense que ça se développe. Après, ça dépend peut-être des matières aussi. Mais non, ça se développe. Et puis, il y a aussi
ce que vous leur demandez de faire aussi, enfin, ce que vous leur demandez, comment la prestation vous l'envisagez et comment vous vous comportez aussi avec eux, parce que c'est du donnant-donnant. Il faut aussi, on attend beaucoup des avocats qui s'imprègnent de la culture, qui comprennent les tenants, les aboutissants, qui soient stratèges aussi. Mais nous aussi, en fait, on doit leur donner les clés aussi pour qu'ils puissent réaliser leurs prestations et être à l'auteur de nos espérances et nos attentes. Vous sous-entendez que des fois, on ne donne pas ces clés-là au cabinet d'avocats ? Non, mais moi, je l'ai toujours fait, je veux dire, mais c'est vrai que c'est important de le faire. Parce que quelquefois, il peut y avoir des malentendus parce qu'on n'a pas été assez clair. Mais, et j'attends, c'est là aussi, j'attends de l'avocat qu'il aussi me challenge et me demande, en fait, ces choses-là, pour que ce soit vraiment positif à la fin. Oui, bien sûr. Et vous avez dit du coup qu'il y avait des progrès à faire du côté en tout cas sur le marché des avocats en général. Est-ce que vous voyez des grands axes d'amélioration qu'on pourrait indiquer à nos amis avocats ou pas ? Oui, plusieurs choses peut-être. Cette capacité en fait à comprendre la culture de l'entreprise, sa manière de communiquer aussi, parce que c'est vrai, il est vrai aujourd'hui que, par exemple, dans les analyses des avocats et ce que nous, on doit rendre, en fait, éventuellement au management, il faut que les cabinets, en fait, évoluent alors de la même manière que nous évoluons, en fait. Les mémos de 10 pages, les analyses... ça va pour le directeur juridique et encore, le management n'a plus le temps. Donc, en fait, il faut qu'ils arrivent à évoluer, en fait, vers... les bullet points, enfin, sur quoi on va maintenant, je dirais, qui est indispensable, avec le langage aussi de l'entreprise, en fait. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut être développé. La digitalisation aussi. D'accord. C'est un sujet sur lequel les directions juridiques travaillent beaucoup aujourd'hui, du fait de la pandémie, du fait aussi qu'il faut se focaliser sur notre valeur ajoutée alors que les ressources sont quand même contraintes de manière générale, que l'activité est en croissance. Donc on essaie de se digitaliser. Donc on fait ces efforts-là qu'on doit aussi, et on rend des comptes en fait à notre direction. Je pense qu'on est peut-être aussi en droit d'attendre que les avocats le fassent aussi, de la même manière. Je pense qu'ils commencent. Mais on aimerait bien, je pense, voir le résultat de cette digitalisation, en fait. Voir un peu plus dans les faits. Dans les faits et dans les honoraires aussi. Dans les honoraires, d'accord. Non, mais comment en fait, ils évoluent aussi comment ils évoluent. J'entendais un avocat qui me disait qu'il commençait à digitaliser les packs d'actionnaires. Fatalement, il y aura moins de temps passé sur le pack d'actionnaires. Donc, ce temps-là, il sera où ? Enfin, comment on va récupérer, nous, ce bénéfice de digitalisation ? Donc, c'est des axes, effectivement, et peut-être aussi peut-être des échanges avec les sociétés pour qu'en fait les équipes communiquent plus. Et le dernier point quand même qui me paraît aussi important, c'est on parle beaucoup de diversité, je pense et d'éthique. Je pense que les cabinets d'avocats qui commencent aussi à le faire en fait, il y en a qui le font, il y en a qui commencent à le faire aussi, doivent communiquer là-dessus. On attend quand on sélectionne un cabinet d'avocats, on attend aussi en fait des éléments sur ces sujets-là. Vous, c'est intéressant, la parité ou la diversité, c'est quelque chose que vous regardiez en tant que directrice juridique quand vous choisissez un avocat ? Globalement, ça m'intéresse, oui. D'accord, ça fait partie des critères. Oui. C'est comme en fait, il me paraît important de connaître l'équipe qui va travailler avec l'avocat que l'on choisit et de pouvoir aussi les côtoyer, c'est important. Et pas juste l'associé, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui me posent ces questions-là. Est-ce que je dois faire co-signer mes collaborateurs ? Est-ce que je dois les mettre en avant vis-à-vis du client ? Mais je pense que on sait qui travaille, on sait qu'ils travaillent tous, on sait qui fait quoi en fait, on sait quelle est la valeur ajoutée de l'équipe et de l'avocat associé. Donc, et c'est important parce qu'on va être amené de toute façon à travailler avec les équipes, ne serait-ce que parce que l'associé n'est pas forcément disponible, donc il faut qu'on puisse avoir accès en fait à l'équipe. Et je pense que c'est une très bonne chose. Oui, c'est un secret de polichinelle qu'il y a une équipe derrière l'associé. Mais bien sûr, mais comme nous, en tant que directeur juridique, on a une équipe, donc mais je pense que c'est
important. D'abord, c'est valorisant pour l'équipe. Mhm. Et je pense que c'est aussi, il me semble, que c'est aussi important que pour que le travail la prestation soit vraiment répondre à l'attente, que l'équipe aussi connaisse en fait le client qu'il y a derrière. En fait. Bien sûr. Et sa culture, encore une fois, et la façon dont on fonctionne. Et voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Ça permet un peu plus de transparence et d'échange dans la relation. C'est extrêmement valorisant, effectivement, comme vous le dites, en termes de management pour le collaborateur, d'être mis en avant. Ouais. Donc oui, on est totalement d'accord sur ce constat-là. C'est intéressant que vous le souleviez. Donc, meilleure connaissance de l'entreprise, une digitalisation qui doit également se ressentir finalement sur les honoraires, et diversité, communication, transparence vis-à-vis des équipes. J'aimerais revenir sur les honoraires. C'est quelque chose sur lequel effectivement on travaille aussi nous avec les cabinets d'avocats, sur cet aspect digitalisation. Comment est-ce que, au-delà de, sans faire croire à la technologie toute puissante ou à la formule magique, effectivement aujourd'hui on peut gagner en productivité en faisant des templates, en utilisant des outils technologiques pour gagner du temps, parce que le temps est quand même la ressource phare des avocats. Et ce sont des efforts que les cabinets font quand même aujourd'hui. Et vous avez le sentiment que ça ne se ressent pas sur les honoraires ? Finalement, que le cabinet d'avocats se dit tiens, une occasion pour gagner de la marge ? Écoutez, aujourd'hui, c'est un peu difficile de le constater, étant en transition. Et puis, je n'ai pas vu donc les effets bénéfiques de la pandémie qui a quand même été un accélérateur de la digitalisation. De beaucoup de choses, Absolument. Donc ça m'est compliqué de répondre à cette question, en tout cas. Bien sûr. En particulier. Est-ce que quand on est dans un grand groupe, parce que quand on est dans une PME, dans une petite entreprise, en tout cas en termes de taille, je suis bien placé pour le savoir, les honoraires des avocats peuvent être un enjeu clé. On fait très attention à ce qu'on dépense quand on est à la tête d'une PME. Est-ce que c'est la même chose quand on est directrice juridique d'un grand groupe ? Je confirme, absolument. Ouais. Vous êtes, quand on est directeur juridique, on est à la tête d'un département, donc qui a un budget que l'on gère et que l'on doit gérer au mieux. Ouais. Et là aussi, on rend des comptes, donc on doit en fait s'intéresser absolument au budget des honoraires, à la partie honoraire qui est quand même la deuxième, en général, partie du budget. Bien sûr. Donc effectivement, c'est un point d'attention très important. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on négocie tout le temps les honoraires des avocats, par exemple ? Alors, on négocie les honoraires des avocats, absolument. Ouais. Ça, je pense que l'entreprise qui choisit un avocat et qui juste reçoit les factures, je pense que... Bien sûr. Bon, il y a une notion d'honoraire qui existe maintenant, mais non, c'est quelque chose effectivement que l'on suit de très près. Ok. Et est-ce que vous trouvez que les avocats sont bons en négociation ? Oui. Ouais, plutôt bon. Oui, mais bon... Chacun fait son job. Bien sûr, chacun fait son job et puis on finit souvent par s'entendre. Très clair. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous avez dû arrêter ou couper la relation avec un avocat ou avec un cabinet d'avocats ? Oui. Ok. Est-ce que je peux vous demander pour quelles raisons, ce qui s'est passé ou pas ? Sans forcément nommer les noms, simplement. Je ne nommerai personne. Libre à vous. Je ne nommerai personne. Oui, parce que la prestation n'était pas à la hauteur de ce qu'on en attendait. Donc effectivement, et qu'on ne pouvait pas continuer la relation avec l'objectif que l'on avait. Donc effectivement. D'accord. La prestation, dans quelle mesure est-ce qu'elle n'était pas à la hauteur ? C'est la qualité des rendus ? La qualité et la relation aussi. De la relation ? Ouais. Ok. Du coup, c'est des enjeux de réactivité, des enjeux de stratégie aussi. De stratégie, d'accord. De stratégie et de qualité aussi du travail. D'accord, très clair. Alors, il est vrai qu'en général, on essaye quand même, quand ça se passe, malheureusement ça se passe très rarement, c'est de finir le dossier et puis après de ne pas renouveler, de ne pas faire appel à un avocat. Mais de manière générale, pour arrêter, quand vous parlez d'arrêt de relation, c'est vrai que moi j'ai toujours considéré que la relation avec l'avocat, elle n'est pas exclusive, et elle n'est pas pérenne. Alors c'est vrai que on a tous intérêt, et nous les premiers en fait, à construire une relation qui dure, parce qu'on capitalise justement sur la connaissance du secteur, sur la connaissance de l'entreprise. Bien sûr. Mais il faut que, comme partout, que la qualité soit là et la relation suive, soit là, évidemment. suive dans la longueur.
Et moi, j'avais toujours une attitude, effectivement, de dire que j'étais pas mariée avec un avocat. Ouais. Voilà. Il y a pas de moment. L'entreprise n'était pas mariée avec un avocat et que, justement, il fallait rendre les prestations que l'on devait rendre. Et Bien non, sûr. et eux. Je veux dire, c'est toujours la même chose, en fait. Très clair. Vous devez rendre votre prestation vis-à-vis de votre client interne comme l'avocat doit le rendre vis-à-vis de l'entreprise. Parce qu'effectivement, il y a un fort enjeu de connaissance de l'entreprise. Il n'y a pas de moment où on se sent piégé avec un cabinet d'avocat, dans le sens où il connaît trop bien l'entreprise finalement pour qu'on puisse s'en séparer. On est là aussi pour faire attention à ça, justement. Ouais. Et ne pas avoir uniquement qu'un avocat, qu'un cabinet. Ne bien serait-ce sûr. que parce que, avec le fonctionnement des cabinets, les croissances externes des cabinets, les nouveaux partenariats, vous pouvez être tout d'un coup sujet à conflit d'intérêts. Et le cabinet dans lequel l'avocat avec lequel vous travaillez vous dira on arrête la relation. Bien sûr. Et là, Donc, faut pas se retrouver le bec dans l'eau. Et vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc en fait, il faut Ouais. anticiper. Ouais. Donc il ne s'agit pas non plus de multiplier les cabinets, mais il faut anticiper et avoir un ou deux ou trois cabinets maximum en fait, qui puissent effectivement prendre le relais chacun. Et puis ils ne sont pas forcément tous disponibles. Ils n'ont pas forcément la disponibilité pour traiter tous vos dossiers. Donc en fait, non, j'ai jamais eu à me retrouver dans cette situation-là parce vraiment il faut anticiper. Bien sûr, très clair. On arrive dans la dernière partie un peu de ce podcast-là. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit qu'effectivement, même quand on est chez Thales ou chez Air France, on pouvait faire appel à tout type finalement de cabinet d'avocat, en tout cas toute taille de cabinet d'avocat. Nous, on travaille beaucoup aussi avec des cabinets qui se constituent, donc qui sont encore sur des tailles relativement modestes. Ça va de 5-6 avocats à 20-30 avocats, et ce qui commence à être déjà des tailles intéressantes. Hein. Mais beaucoup se demandent comment on fait quand on est une petite équipe pour aller chercher des grands comptes. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces cabinets-là ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez avocate associée d'un cabinet petit en taille, mais grand par l'expertise, et qui veut aller chercher un grand compte ? Je crois qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à solliciter les directeurs juridiques. C'est intéressant. Moi, ma porte est ouverte, en fait. On est d'abord... comme je le disais, en fait, moi je suis tout à fait... On n'est pas attaché à un gros cabinet. Je dirais, on peut très bien solliciter un petit cabinet. Il y a un petit cabinet qui se crée pour des sujets. Alors on va les tester sur un sujet. Et si ça marche, ça sera une nouvelle aventure qui va se constituer. Donc et ça m'est arrivé, je veux dire, effectivement, de commencer à travailler sur un sujet avec un cabinet qui venait de se constituer, et le cabinet, il a suivi après son chemin, et il assiste Air France encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et c'est une aventure fantastique. Super. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter. Donc après, c'est vrai qu'on est un peu submergé de sollicitations, mais il faut le faire. Après, je pense qu'il y a le rendez-vous à décrocher, c'est vrai. Bien sûr. Mais savoir aussi accrocher en fait le directeur juridique. En fait, il faut quand même arriver en connaissant un minimum de choses en fait, et en lui présentant quelque chose. C'est ce que j'avais demandé. Comment on accroche un directeur juridique ou une directrice juridique ? Il faut lui donner envie en fait de tenter sa chance. Ouais. Et encore une fois, c'est la relation personnelle, c'est le fit qui passe ou pas, c'est le punch, c'est la dynamique, c'est la connaissance un minimum en fait du secteur dans lequel vous êtes, parce que il est arrivé quand même de recevoir, ça se peut plus tellement maintenant quand même, mais de recevoir des cabinets qui ne connaissaient pas vraiment ce que vous faites. Ouais. C'est un peu compliqué dans ces cas-là, je trouve. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça. C'est intéressant parce que ça fait débat souvent chez les cabinets d'avocats, ce côté, cette sollicitation, comme vous dites. Est-ce qu'il faut effectivement être capable de démarcher, en tout cas d'entrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas ? Beaucoup d'avocats ont peur de ça, il y a des questions de déontologie. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une directrice juridique comme vous qui dit qu'en fait finalement il n'y a aucun problème. Évidemment il faut faire ses devoirs comme on dit et accrocher la personne pour montrer qu'on peut être intéressant, mais en fait qu'il n'y a pas de souci quoi. Non, il n'y a pas de souci, je pense que c'est une question de persévérance. Et c'est vrai qu'encore une fois on est quand même très sollicité. Donc c'est pas évident pour nous de répondre. Bien sûr. Mais je crois c'est pas évident pour vous de répondre, ça, je veux bien le croire. Et ça vous dérange par exemple qu'on vous relance ?
Non, ça dépend comment c'est fait. Je veux dire, encore une fois, c'est une question de tact. Bien sûr. On peut tout faire du moment que c'est bien fait, quoi, finalement. Absolument. Très clair. Non, moi franchement, j'encourage parce que c'est vrai que on a quand même, on a découvert des talents, on a découvert des beaux parcours, donc c'est vrai qu'il faut encourager ces nouveaux cabinets, je trouve. C'est super, c'est ce on les encourage beaucoup à faire ça aussi, être capable de Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Ouais. Encore une fois, moi, j'avais pas de panel. Enfin, j'avais je cherchais à limiter les cabinets d'avocats. Oui, pour pas. Et d'avoir des synergies, d'avoir des honoraires qui se négociaient vraiment très bien et sur lesquels je faisais attention. Mais il n'y avait pas d'obligation de rester un certain nombre de cabinets. Après, c'est vrai qu'avec la crise, il y a quand même eu beaucoup de tendance à faire des pitchs et à mettre en concurrence les avocats, ce qui a ses limites aussi. Hein, je veux dire, bien sûr. Très clair. Et le mieux pour vous contacter, c'est quoi? C'est LinkedIn, mail, quand on veut solliciter un directeur juridique? En tant que directeur juridique. En tant que directeur juridique. Vous pouvez dire aujourd'hui aussi si vous voulez. Ça peut être LinkedIn, mais le mail, parce qu'on trouve le mail professionnel. Ouais. Ou coupler les deux, peut-être. Ou coupler les deux, absolument. Est-ce que vous vous souvenez ou les séminaires, je veux dire, dans lesquels, effectivement, on peut rencontrer des gens. Est-ce qu'il y a une approche d'un cabinet d'avocat qui vous a particulièrement marqué, ou une relation qui vous a particulièrement marqué positivement? Un cabinet d'avocat qui vous a tapé dans l'œil rapidement? Oui, moi j'ai eu plusieurs cabinets. Oui. Ok. Et donc c'est la connaissance de l'entreprise d'emblée qui a... C'est la connaissance de l'entreprise, c'est la créativité vraiment. Ouais. La créativité, c'est être force de proposition, vraiment de sortir des sentiers battus. C'est la confiance, beaucoup. La confiance. Très clair. La confiance. Très très clair. Merci beaucoup. On va peut-être arriver à la dernière question, je dirais, de ce podcast. Et on va peut-être inverser un peu les rôles, dans le sens où, est-ce que vous auriez vous avez dit effectivement, vous avez donné de très bons conseils à nos amis avocats qui souhaitaient évoluer avec des directeurs juridiques. Est-ce que vous auriez des remarques ou des conseils à avoir à l'égard des directeurs juridiques, finalement, concernant les avocats? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles les directeurs et directrices juridiques, de votre expérience, pourraient mieux faire aujourd'hui? Ou est-ce que là encore, tout va bien? Non, je pense on peut toujours évoluer. On peut toujours mieux faire. Non, je pense qu'il faut être clair sur nos attentes, je pense, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et que la relation se passe bien et qu'il n'y ait pas de mésaventures. Et je pense qu'aussi l'aspect honoraire est un sujet sur lequel on doit des deux côtés travailler. D'accord. Pourquoi des deux côtés sur l'aspect honoraire? Parce que parce que les avocats doivent travailler effectivement sur l'aspect honoraire. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, la facturation au temps passé, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On a besoin de prévisibilité. Oui, bien sûr. On essaye de faire passer le message. On est ouvert difficile. Et je crois qu'on est ouvert en fait à différents types de facturation. Donc on est ouvert aux propositions. À côté de ça, pour les directeurs juridiques aussi, on doit aussi comprendre que c'est pas un exercice facile dans certains cas, mais qu'il faut aussi, moi ce que j'essayais de faire, c'est que quand il y avait un budget et que le budget ou le forfait était un peu serré, il faut aussi être ouvert en fait à la discussion pour rémunérer aussi à la hauteur de la prestation. Donc il faut arriver, je pense aussi, à ne pas être trop strict en fait. Il faut être clair, il faut essayer d'avoir la prévisibilité, mais pour ça il faut qu'il y ait effectivement des informations de part et d'autre et de la part aussi des directions juridiques pour pas qu'il y ait non plus de surprises. Mais il faut savoir être aussi à l'écoute en fait. À l'écoute aussi bien dans la durée, aussi bien pour l'avocat que pour les directeurs juridiques. Très clair. C'est-à-dire que non, mais c'est très très clair, c'est très intéressant. En plus, c'est un sujet d'actualité. Nous, tous les jours, on travaille sur ces questions de facturation avec les cabinets d'avocats. Ce que vous dites, du coup, qui est très intéressant, c'est sortir au maximum, en tout cas, de cette notion de taux horaire pour donner de la prévisibilité, mais aussi côté directeur juridique, du coup, faire l'effort de donner les moyens au cabinet d'avocats d'être prévisible, finalement. Ouais. Et puis, c'est vrai que des deux côtés, mais aussi de notre côté, s'assurer que la facturation est régulière pour qu'on puisse anticiper en fait les éventuels dérapages.
Bien sûr. Et que moi je regardais vraiment La en fait, discipline la dans la discipline dans facturation, la facturation, de regarder le timesheet, parce que c'est effectivement, il ne faut pas laisser passer des choses qui après qui sont un peu irritantes et qui deviennent des irritants à un autre niveau après. Donc je pense qu'il faut vraiment les traiter. Très intéressant, merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous voulez garder le mot de la fin, que ce soit pour nos amis avocats, pour nos amis aussi, directeurs, directrices juridiques, ou pour n'importe quoi? Moi je pense qu'on fait partie, il ne faut pas oublier qu'on fait partie de la même famille de droit, je dirais, et que nous sommes en partenariat indispensable pour protéger nos entreprises. Et je pense que c'est ça notre objectif et notre priorité. Et que aussi on devrait faire la promotion de la confidentialité des échanges. D'accord. Bon, on restera sur ce beau mot de la fin. Nous sommes de la même famille de droit. Très clair. Sophie Chandler, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast Objectif Client. Merci Jérôme. Et puis je vous souhaite la meilleure continuation possible dans votre parcours. Merci. Merci, au revoir. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!